Kenya, des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont entraîné en un mois la mort de 194 personnes et détruit de nombreuses cultures. On en parle dans cette édition. Au Nigeria, les revenus pétroliers ont chuté de 80%. Une catastrophe pour la première économie du continent, très dépendante de l'or noir, qui devrait entrer en récession en 2020. Et puis la justice ivoirienne a annoncé avoir interpellé 19 personnes, dont 14 militaires. Leur interpellation entre dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'insurrection présumée de Guillaume Soro. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Kenya, des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont entraîné en un mois la mort de 194 personnes et détruit de nombreuses cultures. Une situation qui vient compliquer la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Reportage. Selon le gouvernement kényan, 194 personnes sont mortes en un mois, victimes des pluies, inondations et glissements de terrain. Cette situation qui s'est particulièrement concentrée dans l'ouest et le centre du pays, ainsi que dans les régions côtières, vient également compliquer la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Nous respections toutes les réglementations de l'OMS sur le coronavirus. Mais maintenant que nous avons été chassés de nos maisons par les inondations, je crains que nous ne l'attrapions et qu'il ne nous tue. Tout est parti avec les eaux, tous mes vêtements, même les chaussures, tout a disparu et il ne reste plus rien. Le ministère de la Santé va envoyer dans les camps de déplacés des régions affectées des masques et autres produits d'hygiène afin de tenter de prévenir une propagation du coronavirus dont le nombre de cas détectés au Kenya est de plus de 500, dont 24 mortels. Ces fortes pluies sont survenues après celles de la fin de l'année dernière, apportant avec elles une seconde vague de criquets dont d'immenses essaims se forment au Kenya et d'autres pays d'Afrique de l'Est. Les personnes vivant dans des zones inondables de plusieurs régions où les principaux barrages ont atteint leur capacité maximale ont été évacuées. D'après un bilan du gouvernement, ces pluies ont détruit 3240 hectares de culture et les infrastructures permettant l'approvisionnement en eau de la capitale Nairobi, de Nyeri, Kisumu et Nakuru ont été endommagées. Au Nigeria, les revenus pétroliers ont chuté de 80%, une catastrophe pour la première économie du continent, très dépendante de l'or noir, qui devrait entrer en récession en 2020. Cette contre-performance a été confirmée par des responsables du gouvernement. Voici les détails. Les revenus pétroliers du Nigeria ont chuté de 80%, une contre-performance qui a poussé le gouvernement à revoir le budget de l'État à la baisse. Le gouvernement avait déjà annoncé en mars une baisse drastique de son budget d'environ 15% à cause de la chute des coûts du baril dans le contexte de la crise sanitaire, du coronavirus et de la guerre des prix entre grandes puissances pétrolières. Le budget, initialement calculé à partir d'un baril à $57, avait alors été revu sur la base d'un baril à $30. Il vient cette fois d'être revu à la baisse sur la base d'un baril à moins de $20. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, le Nigeria, où la production de pétrole représente plus de la moitié des revenus et 90% des recettes d'exportation, devrait se contracter d'au moins 3,4% en 2020. Avant même la crise sanitaire et économique provoquée par le virus, le pays peinait déjà à se relever d'une grave crise économique traversée en 2016 et 2017 et stagnait à environ 2% de croissance par an. Le FMI a approuvé la semaine dernière un financement d'urgence de 3,4 milliards de dollars pour aider le Nigeria à faire face à la crise actuelle. Une somme encore insuffisante pour le gouvernement qui espère emprunter près de 7 milliards de dollars aux différentes institutions internationales. Restons au Nigeria, à Abuja, où les Nigérians qui ne respectent pas les mesures de sécurité mises en place pour endiguer la pandémie de coronavirus sont arrêtés par une unité spéciale Covid-19 et poursuivis devant un tribunal mobile face à la pression sociale après les violences et les pillages qui avaient émaillé ces dernières semaines. Le gouvernement a décidé d'assouplir les mesures de confinement.
Nous sommes ici pour appliquer l'ordre présidentiel et les directives concernant les instructions liées au Covid-19. Nous avons assoupli le confinement et depuis, nous appliquons certains autres éléments de l'ordre de restriction décrété par le président et le commandant en chef. Nous voulons contrôler les mouvements interétatiques. Pour l'instant, on fait en sorte que les personnes qui ne portent pas de masque cessent de le faire. On n'en a pas amené beaucoup au tribunal mobile. On leur fait comprendre la nécessité de porter un masque et ils le font ici à la hâte. Nous avons également abordé le problème de la surcharge qui est inquiétante. Pour les surcharges, nous les emmenons toujours au tribunal mobile, mais dans certains cas, lorsque nous voyons des femmes et des groupes vulnérables comme les enfants, nous les arrêtons et veillons à réduire le nombre de personnes. Les Tanzaniens ont réagi aux mesures prises par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus, contrairement à la plupart des pays africains qui ont décrété des mesures de confinement et des couvre-feux. La Tanzanie n'a fermé que ses établissements scolaires, les commerces et les transports continuent de fonctionner normalement. Je suis tout à fait d'accord avec l'initiative prise par notre président, car il fait en sorte que les gens se sentent moins préoccupés par cette épidémie et nous permet de nous concentrer sur la prière pour que cette maladie puisse disparaître. L'épidémie de coronavirus ne devrait pas nous empêcher de travailler. Il est important que notre gouvernement prenne des mesures strictes et surtout que les citoyens prennent des précautions. On doit être actif pour contribuer au développement de notre pays. Ils sont médecins, infirmiers, ambulanciers ou aides-soignants et se battent en première ligne contre le Covid-19 et sont célébrés partout comme des héros anonymes. À Dakar, ils nous ont ouvert les portes de leur lieu de travail pour raconter leur vie, leur angoisse et leur espoir dans cette crise sans précédent. Je vous propose ici d'écouter Malamine Mané. Il est urgentiste en charge des cas suspects et détectés de Covid-19 dans la capitale sénégalaise. Nous n'avons pas de choix en fait. Du moment qu'on a opté pour être infirmier, pour ce métier, d'accord, nous vraiment... je pense que c'est une fierté en quelque sorte d'être infirmier, de pouvoir assister les gens, de pouvoir les aider à recouvrer leur santé. Et même à la maison, dès que je rentre de la maison, j'ai déjà sensibilisé la maison. D'accord ? Une fois que j'arrive, je frappe à la porte comme m'ouvre. La fille aînée, en fait, qui a 6 ans, elle doit avoir 6 ans. Donc je lui ai préparé, je lui ai dit que dès que je viens, il ne faut pas venir m'embrasser. D'accord ? Laissez-moi le temps de déposer mon sac, de me laver les mains, d'accord? Sinon, de passer à l'alcool, mes mains à l'alcool. Oui, déjà bien avant la maison, à ma descente de l'hôpital, je prends déjà mon bain, d'accord? C'est pour au moins minimiser le risque de traîner les germes. Donc je prends mon bain et je laisse tout ce qui est hôpital à l'hôpital, d'accord? Ma blouse, mes tenues de travail, tout ça reste à l'hôpital. Les gens ont peur en fait de fréquenter les hôpitaux parce que pour eux, voilà, comme les malades de Covid-19 sont traités dans les hôpitaux, donc du coup ils se disent que quand je pars à l'hôpital, voilà, facilement je pourrais contracter la maladie. Or, tel n'est pas le cas. Les malades qui viennent pour des cas dont on suspecte les cas de Covid-19 sont systématiquement séparés du restant des malades. Ma grande crainte, c'est ça. Hein? Ma grande crainte, c'est ça, qu'il y ait quelqu'un qui vienne ici, qui soit positif ou qui soit qui entre en contact avec ma famille. Donc voilà, c'est ça. En Côte d'Ivoire, la justice a annoncé avoir interpellé 19 personnes, dont 14 militaires. Leur interpellation entre dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'insurrection présumée de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Alors que l'enquête à propos de la tentative d'insurrection qu'aurait fomenté Guillaume Soro, selon la justice, est toujours en cours, le procureur Richard Adjou a annoncé 19 nouvelles arrestations dans le dossier.
Parmi les personnes interpellées figurent 14 militaires, dont 2 officiers supérieurs et 12 sous-officiers et 5 civils. 15 parmi elles ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le 17 avril dernier sous les chefs de complot ou d'atteinte à la sûreté de l'État ou de complicité, notamment pour avoir tenté de dissimuler des armes, a précisé le procureur de la République lors d'une conférence de presse ce mardi. Selon Richard Adou, le siège à Abidjan du parti de Guillaume Soro, Génération et Peuple solidaire servait à l'entreposage d'armes ainsi que de matériel militaire de communication en vue de l'insurrection présumée. Le procureur assure que les premières perquisitions avaient permis la saisie de 50 fusils Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes et 4 fusils mitrailleurs. Outre les 19 personnes arrêtées en avril, 19 proches de Guillaume Soro, dont 5 députés avaient été arrêtés en décembre et sont emprisonnés depuis 4 mois pour complicité sur l'un ou l'autre volet de l'affaire. Pour rappel, la justice ivoirienne a déjà condamné le 28 avril dernier l'ex-premier ministre Guillaume Soro à 20 ans de prison pour seul de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007. L'ancien président du Parlement ivoirien, qui vit en exil, nie toutes les accusations le concernant et a qualifié son procès par contumace de parodie. Guillaume Soro est candidat déclaré à l'élection présidentielle prévue fin octobre. Au Niger, les autorités judiciaires ont animé un point de presse mardi. La séance a porté sur le démantèlement par les éléments de la direction de la police judiciaire de 2 bandes de malfrats responsables de plusieurs braquages à Niamey, à l'intérieur du pays et à l'étranger. Des précisions à travers cet élément. Elle est composée de 10 membres. Au cours de leur interpellation, 4 pistolets automatiques et des munitions ont été saisis. Cette bande a à son actif 4 vols de nuit en réunion par effraction avec armes à feu. Le modus operandi de leur action criminelle consiste soit à faire usage de leur arme à feu pour commettre leur forfait, soit mettre à profit la nuit pour escalader les murs des concessions et voler. Par rapport à la deuxième bande, 9 personnes ont été interpellées, dont 4 membres du gang et 5 complices. Parmi les personnes interpellées, 3 sont de nationalité nigériane et 6 sont de nationalité nigérienne. Dans cette bande, il y a un Nigérien en réalité qui joue un rôle mineur puisqu'il sert d'agent de renseignement pour la bande et aussi il fait le guet quand il faut les opérations. Cette bande a reconnu 10 vols criminels. Parmi ces 10 vols, il y a 4 qui sont précédés ou suivis de meurtres. Il a été aussi recensé 13 autres victimes de braquage, 6 vols de véhicules à main armée, dont 5 à Niamey et 1 à Koni, et 7 autres vols, plus le vol d'une arme à feu et quelques munitions commis au Nigeria. Les véhicules volés au Nigeria ont transité par le Niger pour être revendus au Burkina Faso et au Mali. Le procureur de la République a salué et encouragé les éléments de la brigade de recherche pour le travail abattu et a lancé un appel à l'endroit de la population qu'elle collabore avec la police nationale afin de mieux assurer la sécurité des personnes et des biens. Fin de société, merci de l'avoir suivi.